Bonjour les amis, bon allez c'est reparti pour le Burkina Faso. Bon, si vous vous souvenez bien, on était sorti de chez tonton David la dernière fois pour l'apéritif. Et donc le lendemain, André nous annonce qu'il est enfin libéré de son travail, qu'il est en vacances et qu'il va pouvoir s'occuper de nous. Le lendemain matin, il vient nous chercher. Et puis il nous fait une surprise. Il nous fait une surprise parce qu'il nous dit bon bah allez on va se balader un petit peu avant de partir sur Kupela. On va à Sabou. Donc Sabou c'est à l'ouest de Ouagadougou. Kupela c'est à l'est. Alors Sabou c'est à 80 km de Ouaga. Et donc, il nous emmène. En arrivant sur place à Sabou, on arrive sur sorte de parking. Voilà, il y avait du monde, des touristes, enfin des touristes africains. Et puis, on s'approche de l'endroit. Il y avait un petit restaurant. Il nous fait la surprise de nous emmener au bord du lac. Au bord du lac, alors, avant d'aller au bord du lac, on achète un poulet. Ah, un poulet, pourquoi acheter un poulet hein ça, on se posait la question. Mais bon, on a vite compris. On a vite compris que le poulet, c'était la friandise des crocodiles. Alors, les crocodiles au Burkina Faso, ils sont sacrés. C'est une histoire ancienne. C'est-à-dire qu'au tout début, quand le Burkina Faso et la Haute-Volta n'existaient pas, il y a un Africain qui errait depuis un moment dans le désert. Il était prêt à mourir de soif. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un crocodile. Et le crocodile l'emmène au lac. Puis, depuis ce jour-là, les crocodiles, ils sont sacrés. C'est-à-dire que c'est une attraction touristique au jour d'aujourd'hui. Et les gens viennent en famille pour les voir. Donc, nous, on a fait pareil. Alors là, on achète notre poulet, et puis on se rend au bord du lac, avec un burkinabé du coin qui nous servait un peu de guide. Le poulet, il l'accroche par une patte à une ficelle qui elle-même est accrochée à un bâton. Et puis, en approchant au bord du lac, on fait sortir les crocodiles comme ça, parce que c'est leur friandise, ça, le poulet vivant, ça, ils y résistent pas. Donc, ils sortent de l'eau, et puis nous, on se retrouve entourés de crocodiles. Ah. Ça saisit pour la première fois. Disons qu'on est un petit peu réticent, un petit peu méfiant, parce qu'ils sont pas loin quand même. Hein. Et alors, notre guide agite son bâton avec le poulet au bout, style canne à pêche. Il y a un crocodile qui arrive. Vous savez, c'est lourdeau, hein, ça pèse 200 kg, un crocodile. Ça a des petites pattes. Donc, on ne voit pas ça comme un animal très rapide. Méfiez-vous, parce que on le voit tout de suite approcher du poulet, et d'un seul coup, il fait le bond sur ses pattes arrière, il bondit comme un chien sur un morceau de sucre. Alors là, c'est saisissant, c'est un spectacle, je dirais que c'est peu ordinaire pour nous, Européens, de voir ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'on voit des familles avec des enfants. Et donc les parents, tout simplement, ils prennent leur gamin, ils le mettent à cheval sur les crocodiles, et puis ils font du poney à d'autres crocodiles. Il y a des familles qui sont là,
avec leurs enfants. Et les petits-enfants, bah, ils les mettent à cheval sur le dos des crocodiles. Ça amuse tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous feriez ça avec vos enfants. Je ne sais pas. Toujours est-il que bah, vous avez les photos, hein, je ne vous raconte pas des histoires. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu. C'est un petit peu... c'est hors norme comme chose à voir au Burkina Faso. Voilà le genre de spectacle qu'on a eu. Et bon, ben André nous dit, bon, on va manger un morceau avant de se remettre en route. Donc on va manger un petit truc. Et puis, bah, après avoir mangé, on se remet en route, direction Kupela. Donc on revient en direction d'Ouagadougou. À la sortie de Ouagadougou, il nous montre un bâtiment un petit peu austère, un petit peu avec des très hauts murs. Bon, il nous dit c'est Mako, c'est la prison. Alors on se disait, il va pas nous faire visiter la prison quand même. Non, c'était pour nous expliquer que c'était pas comme en France. La prison, elle, il n'y a pas de gardien. Ce sont les prisonniers qui font leur loi eux-mêmes, à l'intérieur de la prison. Et donc, comme à la maternité, eh ben, les prisonniers qui n'ont pas de famille pour venir faire la cuisine et leur apporter de quoi manger, eh ben, ils ne mangent pas. Alors après, il y a une sorte de rivalité qui se produit, c'est-à-dire que les plus forts, ils peuvent aller piquer la nourriture du plus faible. Donc c'est un petit peu genre dans la série Prison Break là. Hein. Donc c'est assez costaud. On continue notre route. Et puis à la sortie de Ouaga, quelques kilomètres après, on voit des guérites. Alors on était sur la nationale N1. Pour nous les péages, c'est sur l'autoroute. Non, là, c'est à l'entrée, à la sortie de la ville. Qu'on paye, ça devait être 100 ou 200 francs. Enfin, bon, pour nous, c'est une misère. Mais pour un Burkinabé, ça représente quand même une petite somme. Donc on roule, bon, il y en a pour 150 km en gros. Bon, on parle et nous explique un peu tout ça. Il nous dit, la nationale, bah, faut pas rouler de nuit, hein, ici, c'est dangereux. Ah bon, c'est dangereux? Ah oui, c'est très dangereux, parce que ici on a des coupeurs de route. Alors les coupeurs de route, ce sont les bandits de grand chemin. Ils se mettent en travers de la route la nuit, ils stoppent les voitures, et puis bah, les occupants de la voiture, ils les font déshabiller, et ils les allongent sur le bitume, pour stopper les voitures qui viennent après. Ils les dépouillent, l'argent, les bijoux, tout ce qu'on peut avoir, ils passent. Donc là, très attention, hein. Faut faire très attention et pas faire n'importe quoi là-bas. Les routes sont dangereuses, mais bon, sous certaines réserves. Parce qu'en fait, les coupeurs de route ne s'attaquent qu'à des véhicules dont ils ont l'information. C'est-à-dire, ça peut être des gros commerçants en route qui transportent de l'argent. Et là, s'il y a une indication comme quoi il y a de l'argent qui transite dans telle voiture ou tel bus ou tel... on lui coupe la route, quoi, voilà. Et puis on le dépouille. Alors ils ne volent pas les voitures, parce qu'une voiture c'est immatriculé, il y a des traces. Donc tout ce qui est argent, bijoux, valeurs. Après avoir roulé régulièrement, tranquillement, on arrive à Kupela. Voilà le panneau. Donc c'est un panneau que vous avez l'habitude de voir, pas avec le nom Kupela, mais c'est les restes
de la France, puisque le Burkina Faso, jusqu'en 1960, était français. Il y a pas mal de choses qui sont restées comme ça. Et donc, et qui continuent, puisque la France a des bons rapports avec le Burkina, et donc les panneaux, ils viennent de France. C'est pour ça que chez nous, ils sont exactement pareils, faits pareil. Pourquoi couper là? Alors, comme en France, hein, les noms de villes, les noms de lieux-dits ou autres ont une histoire, et si on se replonge dans l'histoire de lieux, on peut comprendre le pourquoi des choses. Donc, Kupela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du moré, Kupela, c'est-à-dire le dialecte local, qui veut dire pierre blanche. Et le premier qui est arrivé, on a fait sa ville, donc une ville qui s'est développée depuis, mais étant donné que c'était de la terre rouge avec du quartz blanc, bah, il l'a appelé Kupela, parce que Kupela en moré ça veut dire pierre blanche. Voilà, donc ça va être utile pour la suite de l'histoire. Donc on rentre dans la ville, c'est la province, c'est pas Ouagadougou. Bon, c'est un petit peu plus clairsemé, plus étalé, c'est une ville de 20 000 habitants. Mais bon, c'est pareil, les commerces sont faits de briques et de broc, les gens se déplacent avec des petites carrioles tirées par des ânes. On recule d'un siècle, nous, hein, début 1900 en gros. Hein. Bon, bah, on traverse Kupela, il y a une avenue large, qui est toujours la Nationale 1. On passe devant la gare routière, enfin bon, et puis André, il nous amène à la maison où on devait passer le séjour. C'est-à-dire une maison qui nous prêtait puisqu'on restait un mois quand même, hein, avec une cuisinière et puis un jardinier. Donc on était pas malheureux. Et donc bah, on s'installe. Après on va faire un petit tour dans la ville. On va, alors sur plusieurs jours, hein, on va découvrir un petit peu les lieux, les commerces, tout est nouveau pour nous. Hein. C'est des façons je dirais, de vivre qu'on ne connaît plus, hein, nous. Donc, bah, tous les commerces, on est allé voir. On est allé même Hervé, qui est un téméraire hein, dans son genre, il a voulu aller chez le coiffeur se faire couper les cheveux. Alors là, bah, vous voyez, hein, j'accompagne de photos, hein, parce que sinon on ne me croira peut-être pas. Alors, bah, on finit par connaître un petit peu tout le monde. On va aussi au cyber pour consulter nos mails, pour envoyer des emails, enfin, voir un petit peu. Bon, on est en 2002, hein, Internet n'est pas pareil que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites qui n'existaient pas. Hein. Les sites marchands ou autres, c'était les balbutiements. Donc c'était simplement pour envoyer des mails à des amis, pour voir si on en avait reçu, pour consulter notre compte en banque aussi, parce que bon, c'est important de savoir où on en est. Hein. Parce que quand on va au distributeur de billets, d'ailleurs, je vous mets l'image de la banque à Kupela, la grande banque là-bas, c'est la Bissia. Alors, l'enseigne, c'est en gros identique à ce qu'on peut connaître, puisque c'est le sigle de la BNP. Bissia, c'est la BNP. Donc là-bas, très peu de gens ont des comptes en banque.
Même les commerçants en route, c'est pas possible. Alors quant aux commerçants, le statut de commerçant là-bas n'est pas pareil qu'ici. C'est-à-dire que on pourrait comparer ça à l'auto-entrepreneuriat. En dessous d'une certaine somme, pour aider les gens à gagner leur vie et à faire entreprendre des choses, à monter leur commerce ou autre, on a ce qu'on appelle le commerce informel. C'est-à-dire, pas besoin de s'enregistrer, on met un tréteau dans la rue et on vend ce qu'on a à vendre. Là, j'ai pris comme exemple l'épicier du coin, il y en a plein. Il y a les petits maquis. Alors les maquis, c'est des débits de boissons. On peut vendre de la bière, du coca, du Fanta, enfin, ces choses-là ont choix limité parce que bon, il n'y a que peu de distributeurs. Évidemment, coca, c'est dans le monde entier. Fanta, c'est la même maison, en gros. Il y a les bières comme la Brakina, qui sont des bières burkinabées, des stars des ventes là-bas. Voilà l'ambiance sur place. Bon, elle est bonne, hein, les gens sont gentils. On est les deux seuls blancs dans une population de 20 000 habitants, mais bon, ça va, on n'est pas... Alors les gamins, quand ils nous voient passer, bah, ils crient « Nassara, Nassara, Nassara !» Ah, alors Nassara, on a appris que c'était pas une insulte. Ça veut dire homme blanc en moré. Donc ça ne nous gêne pas, hein. On leur fait un petit signe de main, un petit bonjour, ils sont contents, ils rigolent, voilà. Dans les rues, c'est un petit peu la cour des miracles. Il y a les cochons qui se baladent, les vautours qui viennent récupérer. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas de poubelle, hein. Tout est jeté dans la rue. Mais à partir du moment où c'est jeté, très peu de temps après, c'est récupéré. Alors si c'est des bouteilles en plastique ou des emballages, des machins, les gamins, ils vont aller prendre ça, les bouteilles pour les remplir, et puis les revendre à qui veut les acheter. Ils se font un peu de sous comme ça. Donc nous, frais moulus arrivés dans le pays, on n'a pas intérêt à acheter ce genre de choses. Pourquoi? Parce que bon, on se chope une tourista pas possible, déjà avec la malaronne. Je vous en ai parlé dans le premier épisode, la malaronne, ça nous rendait malades, mais alors des hauts le cœur, des vomissements, des courantes aux toilettes, enfin, voyage un petit peu inconfortable pour ça. Mais bon, faut s'habituer à tout, hein. Alors, dans les rues, hein, toutes sortes d'animaux, les poulets, les chèvres, les cochons, tout ça, ça se balade et ça va se nourrir aussi dans les tas de choses jetées, quoi, hein. S'il y a des choses comestibles, c'est mangé tout de suite. Et puis c'est fini par les vautours derrière, comme ça il n'y a plus rien, il n'y a pas de camion poubelle qui passe, hein. Alors André est venu nous chercher, il nous a laissé 2-3 jours pour nous familiariser avec la ville. Il est venu nous chercher parce qu'il voulait nous présenter son village. Ce qui est normal, on est venu pour ça. Et le village, c'est au fin fond de la brousse, dans la savane. Alors, il est fait de petites cases avec des briques en bout séché et puis des toits de chaume, genre village Astérix, quoi, petit village gaulois. Très agréable, mais bon, rudimentaire. On a fait connaissance avec tout le monde dans le village. Notre venue, c'était un événement. Hein, donc voilà, il y a des petits enfants qui pleuraient aussi parce que ils n'avaient jamais vu de blanc. Ils pensaient qu'on était malade. Donc la maman qui était avec, elle nous explique, n'inquiétez pas, il n'a jamais vu de blanc.
Donc ça lui fait peur. Qu'on arrive, on va voir le chef, parce que quand on arrive dans un village, eh ben, on va se présenter au chef. Et puis là, on était avec le fils du chef. Donc André, il venait voir son père. Donc, le chef, c'est un personnage très important au Burkina Faso, en Afrique en général. Le chef, là-bas en Morée, on l'appelle Nahaba. Nahaba, ça veut dire Son Altesse, Sa Majesté. Donc voilà à quel point. C'est un roi, hein, c'est pas un chef de village, c'est un roi. Donc il y a les ministres qui vont avec. Tout le monde a son rôle dans le village. Et le père d'André, donc le chef du village, est un chef coutumier. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de villages qui sont sous sa responsabilité. C'est-à-dire que chaque village a un chef, mais selon l'importance, le chef peut couvrir plusieurs villages, une région. Alors une région, ça serait l'équivalent du préfet pour nous, ou un pays, ça serait l'équivalent du président de la République. Donc ces deux institutions, l'institution de la République et l'institution de la chefferie, sont ensemble et travaillent ensemble. Parce que quand une décision est prise, par exemple le père d'André, chef du village de Kokamnoré, quand le maire de Kupela veut prendre une décision, peut-être moins maintenant, parce que bon, son père il a 92 ans, donc se déplacer à pied, mais avant, quand il était plus jeune, il se déplaçait en pleine nuit, pour pas que les villageois le voient partir, parce que ça c'était secret, et il allait à la mairie et pour parler avec le maire. Parce que quand le maire prend une décision, il veut savoir si la population la prendra bien ou pas, selon les coutumes, selon... Donc le chef, lui, il va expliquer au maire que faut peut-être pas faire telle chose comme ça, parce que ça risque de vexer, ça risque de... Donc les deux institutions sont liées. Et pareil pour le président de la République, hein, c'était président Blaise Compaoré à l'époque de notre venue, et ben, il consulte le chef de Ouagadougou, qui est le chef qui s'occupe de tout le pays. Donc pareil, quand il y a une loi à passer, quand il y a une décision à prendre, et ben, il consulte le chef pour pas faire d'impair, quoi. Alors, au fur et à mesure des jours, au début, on prenait nos vélos et puis on allait voir le chef à Kokamnoré, de Kupela à Kokamnoré, une dizaine de kilomètres, 10-15 kilomètres. Et donc, on prenait la nationale pour bifurquer à Ligidi Malgem sur la gauche, prendre un chemin de terre jusqu'au village. Et le vélo, c'est pas tellement sûr au Burkina, parce que sur la nationale, c'est à fond qu'ils y vont, hein, que ce soit les voitures, les camions, tout. Quand il y avait un camion qui nous doublait, c'était un appel d'air qui faisait que, voilà. Et André, il nous avait dit, écoutez, bon, les vélos, c'est bien gentil, mais c'est dangereux quand même ici, hein, donc il nous avait prêté une voiture de l'école, du collège Saint-Philippe de Kupela, qu'il a lui-même fondé. Il nous avait prêté une 205, une vieille 205. Ben bon, c'était mieux que les vélos. Et donc on allait à Kokamnoré rendre visite au chef. Et comme on connaissait un petit peu son petit péché mignon, ce que André lui interdisait,
Nous, ben, on lui apportait. Et il nous accueillait toujours bras ouverts. Donc on passait des après-midi avec le chef. On lui apportait des bières bien fraîches. Chose que, bon, très rare pour lui. Alors bon, on était des amis du Navarre. Donc dans le village, on était accueillis, mais par tout le monde à bras ouverts. Et alors, le chef nous racontait un petit peu l'histoire de son village. Et là, on va en arriver à ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous raconte un jour une histoire de son village. Il avait deux villageois qui cultivaient leur terre, parce que bon, ils vivent sans argent, donc pour manger il faut planter, il faut élever des poulets, voilà, donc ils vivent avec zéro argent. S'ils voient 50 centimes d'euros par an, c'est le bout du monde, donc avec ça on ne peut rien faire. Donc il y avait un villageois qui cultivait, il plantait, pour planter son mil ou autre. Donc il bêchait, comme la photo là, je vous montre comment il travaille. Que ce villageois, il tombe sur un joli caillou. Ah, il le ramasse, il fait une petite pause dans son travail. Et puis il y a un copain qui arrive. T'as vu? T'as vu ce que je viens de trouver? Le joli petit caillou. Oh, bah alors, l'autre il lui dit, ah oui, il est joli. Et par hasard, est-ce que tu me le vendrais pas? Bah, l'autre il lui dit, mais moi je veux bien te le vendre, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et le petit caillou, c'était une pépite d'or toute jaune. Voilà comment on a eu confirmation qu'il y avait bien pas mal d'or dans la région. Alors le vieux chef, il nous racontait aussi que il nous invitait à son enterrement. Oh, il a dit, écoutez, là... Alors bien sûr, tout ça, lui, il parlait en moré, et puis on avait un jeune du village qui parlait aussi français, et qui nous faisait la traduction, hein, parce que tout ce qu'on pouvait échanger directement avec le chef, c'était Barca, Kasek Barca, Barca, Kasek Barca. Barca, ça veut dire merci. Et Kasek Barca, il n'y a pas de quoi. Donc c'était sans fin. Enfin bon, alors 92 ans, mais bon, nous avec notre culture française, ça se dit pas ça, de parler d'enterrement à quelqu'un qui est encore vivant. Et il nous disait, vous les Blancs, vous avez peur de la mort. Mais la mort, ça fait partie de la vie, c'est normal. Évidemment, dans le village, on voyait un petit peu tout le monde, et puis on allait voir les cultures. Alors les cultures, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, les cultures, ils se mettent en file indienne, enfin de front, comme pour une battue de chasseurs. Et puis avec leur petite binette, tac, 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 tac. Et puis alors il y en a un qui donne le rythme avec un djembé. Et de plus en plus vite comme ça. Et donc voilà comment ils font leur culture. Donc là, en 2002, on est allé au mois d'août, comme je vous disais, c'est la saison des pluies, donc tout est vert. Hein, le mil est haut, on voit que le toit des cases, et donc c'est joli, on dirait presque la Normandie. On sympathisait avec tout le monde voulait nous montrer toutes sortes de choses. Et puis,
On a sympathisé avec Dieudonné. Dieudonné, c'était un gars sympa. Et puis, il nous dit, vous voulez voir quelque chose d'intéressant? Bah oui, je vais vous emmener à la mine d'or. Oh, alors là, c'était le Graal. Parce que pas loin, il y avait une mine d'or, donc il voulait nous montrer tout ça. Alors, voilà, on part à la mine d'or, on prend la 205, puis on part à la mine d'or sur des pistes à travers la savane. Et puis la 205, elle était vieille, donc au milieu de nulle part, rien, ni personne jusqu'à l'horizon. La voiture, pouf, elle s'arrête. Alors on ne savait pas trop ce qu'il y avait, on soulève le capot, on regarde. Ben bon, on avait un téléphone portable, déjà à l'époque, et on appelle au collège Saint-Philippe de Coupéla Harouna. Alors Harouna, c'est quelqu'un qui va marquer aussi beaucoup dans ce voyage et ces voyages, parce que c'est le chef mécanicien de l'enseignement mécanique au collège, parce qu'il y a enseignement normal et puis enseignement technique. Couture pour les femmes, mécanique pour les hommes, il y a un garage qui est bien équipé parce qu'André, il avait fait de la récupération en France de matériel. Il y a même un banc électronique, un vieux banc électronique pour détecter les pannes et autres. Il y a un pont élévateur. Pour l'Afrique, je dirais que c'est un beau garage. Mais Harouna, c'est un artiste. Alors on lui a expliqué où on était. Heureusement, on avait Dieudonné avec nous. Il a pu lui situer l'endroit où on était tombé en panne. Et puis au bout d'un moment, Harouna, il arrive avec sa voiture. Et puis il sort avec un tournevis. Et il nous a réglé cette panne avec un tournevis. Simplement un tournevis. Voilà, donc on a pu continuer. On est arrivé à la mine d'or, donc la première chose qu'on a fait, c'est aller voir les patrons de la mine. Il n'y a pas de patron là-bas, c'est plutôt je dirais les propriétaires du terrain où la mine est. Et donc eux, ils prennent une part sur ce que chacun trouve dans la mine. Alors, c'est une mine d'or telle que, je dirais, on la conçoit au Burkina, peut-être dans d'autres pays, puisque je vois que je suis suivi un petit peu dans pas mal de pays africains maintenant. Donc, si vous avez des indications sur ce que vous connaissez ou autre, vous pouvez, et c'est avec plaisir que vous pouvez me mettre des commentaires. C'est un terrain où chacun vient faire son trou. Et quand je dis un trou, c'est pas un petit trou. C'est à la pelle, à la pioche, avec des outils cassés, mauvais état, vieux. Ils arrivent à descendre à près de 200 mètres de profondeur pour les plus profonds. Donc ils vont chercher la couche de quartz. Ils mettent ça dans des sacs, c'est remonté comme dans un puits, et puis ils entassent tout. Alors les trous, ils sont travaillés à la saison sèche. Ça veut dire que pendant toute la saison sèche, ils vont creuser, ils vont remonter de la matière, et ils vont mettre ça dans des sacs en toile, genre sacs de riz, et qu'ils empilent jusqu'à la saison des pluies. Et là, on était dans la saison des pluies. Donc, l'étape suivante, c'est de broyer tout ce qu'il y a dans les sacs. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de quartz, il y a un petit peu de tout,
de la terre, un morceau de quartz, et ils passent tout ça dans un moulin à mil. Alors un moulin qui est fait pour faire de la farine avec du mil. Donc c'est pas du tout pour broyer du quartz. Donc je sais pas comment ça tient, mais ils y arrivent. Donc avec ça, ils font tourner leur moulin à mil avec des vieux moteurs de temps, boum, 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 reliés par une courroie. Et donc l'entonnoir du moulin à mil, ben, ils mettent le quartz, ils mettent tout, et ça sort en farine. Alors, une fois que c'est en farine, après, ils peuvent travailler à la rampe de lavage. Alors, rampe de lavage, c'est pas des rampes de lavage en alu comme on a nous. Hein. C'est 3 planches, une pour le fond, 2 pour le... et du tissu, du tissu de récupération des vieux vêtements, des tissus en coton, pof, ils les mettent dans le fond, et puis bah, ils lavent. Alors ils utilisent souvent des passoires en plastique, comme pour égoutter les nouilles. Ils mettent ce qui est broyé, la farine de quartz et de terre et autres, dedans, et puis ils arrosent. Alors le stockage de l'eau, parce que on est dans le Sahel quand même, en la saison des pluies, ils utilisent des vieux fûts de pétrole ou d'huile, je sais pas, de 200 litres, complètement ouverts, et ils stockent l'eau dedans. Alors autour des rampes de lavage, pour pas gaspiller une goutte d'eau, ils font des petites tranchées, des petites rigoles autour, pour que l'eau qui tombe de la rampe de lavage, ils puissent la récupérer pour la réutiliser. Donc ils lavent comme ça à la rampe, et puis bien sûr, bah, comme nous, hein, comme n'importe quel orpailleur du monde, et bah, la moquette ou le tissu, ils le lavent dans une battée. Alors une battée, c'est plutôt de la gamelle martelée en forme de battée. C'est de la récup, hein, tout ça. Et donc ils lavent et ils récupèrent de la poudre d'or. C'est pour ça que dans ces conditions-là, avoir des pépites, non, on ne peut pas. Tout est broyé. Alors, il y a certainement des belles pépites qui sont passées au moulin à mil. Donc voilà comment ça se passe. On voit les enfants aussi. Alors je voulais préciser, parce que moi j'ai vu, ce ne sont pas des enfants qui travaillent dans la mine, non. Ils sont là parce que bon, c'est les vacances scolaires, et puis ils viennent avec ou le grand frère ou autre. Et donc le seul petit coup de main qu'ils peuvent donner, c'est peut-être d'arroser la rampe de lavage avec la boîte de conserve, ça les amuse. Mais ils vont en aucun cas ils vont descendre dans les puits et ils vont en aucun cas ils vont broyer enfin bon, ils sont là et ils passent leur temps, ils passent leurs vacances comme ça et ça leur plaît. Il y a, je dirais, faudrait pas leur interdire de venir parce que là, ça serait la punition ultime. Donc ça, je voulais mettre ça au point parce que ça, je l'ai vu. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quant aux jeunes qui travaillent, ben, c'est vrai qu'ils ne sont pas bien vieux. C'est pas. Mais il faut savoir que le Burkina Faso, l'espérance de vie est de 36 ans. Donc un gamin de 20 ans, il est au milieu de sa vie. Hein. Faut être réaliste, c'est comme ça. Donc à part quelques exceptions comme le chef ou des vieux, des très vieux qui ont eu beaucoup de chance parce que jamais malade, jamais rien, donc ils sont arrivés à leur âge avec de la chance, mais il y en a très peu.
Donc Dieudonné, bah, lui, il nous pilote un petit peu dans la mine, il nous présente tout le monde, on devient copain avec tout le monde, on explique comment nous on cherche de l'or en France, enfin, on est chez nous. Et puis, bah, naturellement, les gars ils nous disent, bah, si tu veux faire ton trou, tu vas où tu veux, tu t'installes, voilà, on était chez nous. Alors, sur le chemin du retour, après la visite de la mine, bah, y a un des mineurs qui nous dit ah, j'ai mon grand-père, c'est une figure du coin, c'était il chassait le lion quand il y en avait encore, parce que bon, maintenant il n'y a plus de lion. Comme ils m'ont dit, hein, les arbres on les a coupés, on a fait du feu avec, les oiseaux ils sont partis ailleurs, les prédateurs et donc du coup j'étais arrivé jusqu'au lion où il n'y avait plus rien à bouffer, donc les lions il y en a plus. Donc on se remet en route et puis on s'arrête, il y a 3-4 cases, donc on va chez son grand-père. Alors son grand-père, il nous dit, mon grand-père, il a 150 ans. Bon, il y a toujours de l'exagération là-bas. Mais il avait bien 90 ans, plus de 90 ans. Et donc, bah, c'est comme ça qu'il a pu nous raconter un petit peu ses chasses au lion, avec son vieux fusil. Donc il est allé chercher ces 2 fusils, qui n'ont pas servi depuis très longtemps, mais il nous expliquait qu'avec ça, il chassait le lion. Donc il ne fallait pas avoir peur quand même. Hein. Donc voilà, bon bah, on fait quelques photos sur le coin, et on passe un moment agréable et instructif. Alors, motivé par cette visite, Hervé, il m'avait dit, avant le départ, il m'avait dit, il y a de l'or là-bas, il faut emmener les pans. Hein, donc on avait emmené les pans. Et puis bon, bah, au village, on avait bien sympathisé aussi avec le frère, le plus jeune frère d'André. Et on est allé au petit cours d'eau qui passait pas loin du village, à côté du village. C'est plutôt un cours d'eau qui s'est formé avec le ruissellement de l'eau de pluie et autres. Quand ça tombe, ça ravine tout. Et donc, malgré que ça soit la saison des pluies, l'eau, elle courait pas. Hein. C'était des mares qu'il y avait, des mares boueuses. Et donc on a voulu tester, voir s'il y avait de l'or. Donc on a fait quelques pans là-bas, et donc on a formé un peu le frère d'André au maniement du pan. Donc ça nous a amusés, même si on n'a rien trouvé du tout. Parce que bon, tel que les gars ils descendaient là, à 200 mètres de profondeur pour trouver de l'or, nous, on n'avait aucune chance. Mais bon, on regardait bien partout, parce qu'Hervé, il m'avait foutu un petit peu les jetons, enfin, raisonnablement, parce qu'avant le départ, il m'avait dit, tu sais, il y a un petit ruisseau, un petit cours d'eau dans le village, c'est André qui avait dû lui expliquer, et puis je ne sais pas pourquoi ce qui lui est passé par la tête. Il me dit, bah, tu sais, les crocodiles, ils remontent comme ça par le ruisseau jusqu'au lac, parce que André il a fait construire un barrage pour qu'il y ait de l'eau à peu près toute l'année pour les cultures. Donc il me disait, ouais, les crocodiles, ils passent par là pour aller au lac. Donc on était toujours en train de regarder partout, parce que comme on les avait vus avant de venir à couper là, on était très 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 rassurés. Mais bon, on n'en a jamais vu la queue d'un. Hein. Il faut savoir aussi que le vieux chef, celui qui nous aimait bien, a toujours interdit à tous les chercheurs d'or de venir sur son village. Ça, c'était incontournable.
Et nous, on a pu. Nous, alors là, on faisait ce qu'on voulait. Mais bon, heureusement, on n'a pas trouvé d'or parce que bon, ça aurait peut-être déclenché des problèmes. On ne sait pas. Alors c'est comme ça qu'on a eu le premier contact avec les mines d'or sauvages du Burkina Faso. Pourquoi sauvages? Parce qu'il y a les mines d'or industrielles qui font les choses en règle, qui réservent du terrain, qui emploient du monde, qui déclarent ce qu'ils trouvent, enfin normalement je pense, hein. Enfin on en parlera plus tard de ça. Et il y a les mines sauvages, où dès qu'il y a quelqu'un qui trouve de l'or, hop, il y a une nuée qui s'amène et ça devient une mine sauvage. Alors le gouvernement ne dit rien. Pourquoi? Parce que c'est un pays ultra pauvre. Et donc si les gens n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas trop s'en sortir. Parce qu'en général, ils travaillent dans les mines d'or à la saison sèche, quand il n'y a pas de culture, quand il n'y a rien. Donc ça leur fait, je dirais, un complément. Ils arrivent à s'en sortir un petit peu, comme ça. Dans de futurs épisodes, je vous expliquerai un petit peu mieux tout ça, parce que j'ai été reçu au ministère des Mines par le responsable de la fraude de l'or, qui m'a expliqué tous les rouages de l'or au Burkina Faso. Donc, mais ça, on y viendra le moment venu. Les jours se passent, moi je fais mes photos pour André. Bon, je ne vous mets pas les images parce que ça n'a aucun intérêt pour vous, et puis en plus c'est les photos des enfants orphelins pour les scolariser, donc ça c'était tout à fait en dehors. Quant au collège Saint-Philippe, je vous le ferai visiter dans des épisodes futurs, parce que là c'est les vacances scolaires. Au mois d'août, les élèves, ils sont comme en France, hein, ils sont en vacances, c'est les grandes vacances. Et puis, je vous montrerai aussi tout ce qu'André a construit, c'est-à-dire une briqueterie. Alors, la pharmacie, là, on peut en parler, parce que bon, ça fait partie des commerces de Coupéla, moi je vous ai parlé. Donc je vous mets quelques photos. Donc les rayonnages, vous voyez, ça n'a pas l'allure d'une pharmacie en France. Alors André, il a monté ça, parce que bon, les médicaments, c'est très rare là-bas. Donc André, encore une fois, il a des donateurs dans le médical aussi en France, qui lui donnent des médicaments pour alimenter cette pharmacie, pour que les gens ils puissent avoir un petit peu de quoi se soigner, sans plus, parce que bon, on manque de tout là-bas. Là, je vous parlais d'Hervé tout à l'heure. Bon, il est allé se faire couper les cheveux au salon de coiffure, là où c'est, je dirais, là où il y a des cheveux qui traînent partout, où aucun outil n'est nettoyé, ça se passe pratiquement dans la rue. Donc c'est... bon, il a voulu essayer. Comme lui, il a les cheveux très courts, donc à la tondeuse, ça va très bien, ça se voit pas, c'est parfait. Et puis bon, il y a le cybercafé, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Donc je vous mets 2-3 images. Il y a le photographe de Coupéla aussi, parce qu'il y en a même plusieurs des photographes. C'est une ville, je dirais aussi, d'artistes, de photographes, mais ils n'ont rien pour travailler. On a sympathisé avec pas mal de gens, et on a rencontré une Française, une expat là-bas, qui vivait depuis 2-3 ans sur place, à Coupéla. Donc quand on est français, on sympathise. Allez, bon venez déjeuner dimanche à la maison. Donc on est allé.
Et puis, elle avait un petit singe. Donc là, je dirais que c'est une histoire qui nous a fait rire et qui nous fait rire encore aujourd'hui. Parce que son petit singe, il était joli. Oh, c'est chouette. Alors, sympa, petit Ouistiti, enfin je sais pas ce que c'est comme espèce, mais ouais, genre petit Ouistiti. Et puis, il avait une grosse chaîne autour du cou. Alors, on lui dit, ton joli petit singe, là, tu te le laisses attacher comme ça, c'est pas... Et là, elle nous raconte pourquoi. Pourquoi elle le laisse attacher. Parce que là, vous aussi, en voyant la photo du petit singe, vous vous dites peut-être, oh, j'aimerais bien en avoir un comme ça, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Mais il n'est pas simplement mignon, c'est un petit voyou. Alors, comme dans toutes les maisons, sa maison a été entourée de hauts murs, mais un singe, c'est pas un chien. On ne peut pas le laisser enfermé. Il fait le mur. À peine le dos tourné, il fait le mur. Et puis, son grand plaisir à son petit singe là, c'était d'aller au marché. Alors là, au marché, il s'éclatait comme un fou. Et il montait sur les étalages, les fruits, les légumes, tout ce qu'on veut, et puis il goûtait à tout. Et puis quand on essayait de le chasser ou autre, quand les gens essayaient, il montrait les dents, c'était des sabres, ces canines là. Donc il terrorisait tout le monde. Et puis il balançait des choses sur la tête des gens, enfin, il terrorisait tout le monde. Donc à tel point qu'un jour, la police est venue chez elle. Vous récupérez vite fait votre singe, hein, là, parce que il fait plutôt du dégât. Hein. Donc elle est allée le chercher, et puis depuis ce jour-là, elle est obligée de l'enchaîner. Voilà. Mais c'est un petit voyou. Hein. Donc c'était le premier contact qu'on avait avec les mines d'or du Burkina Faso. Donc ça nous a un petit peu fascinés. Et c'est pas fini. Vous allez voir que au fur et à mesure, ça va prendre une place de plus en plus importante. Bon, là-dessus, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine. Vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de souci. Me laisser un pouce bleu, ça me fera encore plaisir. Et puis, lâchez-moi un commentaire. Donc, on se retrouve dimanche pour la suite. Au revoir.